La formation de notre galaxie remonte à des milliards d'années. Notre univers est une myriade de galaxies. Au-delà des chiffres astronomiques, au-delà des distances qui défient toute intelligence, notre imagination contemple l'inconnu, ou en tout cas l'incommensurable. Au XXIe siècle, 3 satellites envoyés par la Terre, Pioneer et Voyager 1 et 2, franchiront les limites de notre système solaire et nous enverront alors, peut-être, des images jamais vues, ni même imaginées par l'être humain. Ces ambassadeurs de notre civilisation, équipés de caméras, de sondes, d'instruments de mesure les plus sophistiqués, nous auront entre-temps permis d'explorer notre système solaire. Explorer, photographier, mesurer, écouter, notre curiosité pousse le monde scientifique à constamment dépasser ses limites. Chaque nouvelle mission est un challenge, chaque nouveau satellite un pas de géant pour notre technologie et notre histoire. C'est un pas de fourmi dans l'immensité de ce qu'il nous reste à découvrir. Un premier système planétaire se compose de 4 planètes solides et en orbite autour du Soleil. La Terre est en 3e position, et c'est de là que nous avons tourné nos regards vers l'immense mystère qui nous entoure. Notre proche voisine a été la première à attirer notre attention de terrien. En raison de sa couleur rouge sang, les Romains l'ont baptisé du nom de leur dieu de la guerre, Mars. Sa proximité en fait un sujet d'étude privilégié pour les premiers télescopes. Au XIXe siècle, l'Italien Giovanni Schiaparelli observe ce qu'il appellera des canaux, structurés, disait-il, comme une toile d'araignée. Cette découverte, reprise plus tard par l'américain Parsifal Lowell, donne naissance au mythe des Martiens. Ces canaux sont en effet supposés irriguer la planète pour permettre la survie d'une civilisation très avancée. Le fruit de notre imagination aura été notre dernière offrande au dieu romain de la végétation et de la guerre. Anéantissant la légende, les caméras de Mariner 2, en 1962, franchissent les 56 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars et nous révèlent une planète aride et désolée. Plusieurs missions Mariner et Viking vont par la suite confirmer la triste réalité: Mars est une planète inhabitée. En 1976, 2 robots vont étudier le climat de Mars et analyser son terrain. Les températures moyennes varient entre -85 à l'aube et -30 au zénith. Au cours de cette exploration, le jour martien est appelé Sol. Il dure 24 heures et 34 minutes. L'année martienne, par contre, dure 688 journées terriennes. Au début de l'été, de violentes tempêtes de sable avec des vents atteignant 225 km/h déferlent sur la planète tel un gigantesque raz-de-marée, la recouvrant en quelques jours, comme en témoignent ces photographies prises par satellite. Il y a 4,5 milliards d'années, Mars est né d'une boule de matière et de gaz en fusion. Au cours de sa solidification, les matériaux légers, vapeur et poussière, sont remontés vers la surface, constituant une croûte de glace mélangée à de la poussière et des roches, tandis que les éléments lourds étaient attirés vers le centre. Plus tard, des montées de lave auraient entraîné la fonte des glaces accumulées à la surface, créant ainsi les canaux.
Une autre théorie défend qu'à un moment de son histoire, la planète Mars avait une atmosphère semblable à celle de la Terre, que l'eau pouvait y résider sous sa forme liquide, pluies, fleuves et lacs auraient gravé sa surface, y laissant pour preuve les rivières fossiles que nous pouvons observer aujourd'hui. L'atmosphère de Mars est principalement composée de gaz carbonique, rendant la planète totalement hostile à toute forme de vie telle que nous la connaissons. Cependant, bien qu'aride à l'extrême, le sol martien renfermerait d'impressionnantes quantités d'eau sous forme de glace. Certains scientifiques pensent que les capsules polaires qui affleurent à la surface ne seraient que la partie visible de l'iceberg, et qu'en fait, la croûte de Mars serait en grande partie composée de glace, comme pourraient en témoigner les nuages de vapeur d'eau observés dans les régions plus proches de l'équateur. Les résultats de ces missions scientifiques, alliés aux progrès accomplis dans le domaine de l'animation électronique, nous permettent maintenant de survoler Mars dans un vaisseau spatial imaginaire. À 200 millions de kilomètres de Mars, nous allons découvrir la planète la plus proche du Soleil. Elle est à peine plus grosse que notre Lune. Sa rotation sur elle-même est très lente, environ 59 jours. Mais son ellipse orbitale est la plus rapide. Un tour complet autour du Soleil en 88 jours. Pour les premiers curieux de l'espace dans l'Antiquité grecque et romaine, elle semblait parcourir le ciel à une vitesse telle qu'elle a longtemps été regardée comme le messager des dieux. Elle a gardé le nom du dieu messager, Mercure. Mariner 10, en 1974, nous a permis de scruter la surface de Mercure, très comparable en apparence au paysage lunaire. Ces horizons silencieux sont devenus autant de documents d'archéologie planétaire grâce auxquels nous pouvons reconstituer l'histoire de Mercure. Comme les autres planètes, Mercure est né d'un globe en fusion. Au dernier stade de sa formation, cette boule de lave est boursouflée de volcans bombardés de rocs et criblée de cratères d'impact. La chaleur qui entraîne les coulées de lave provoque en même temps la fonte des métaux et d'autres matériaux lourds en son centre,
entraînant la formation d'un noyau très dense. Les matériaux plus légers sont drainés par les flots de lave et s'accumulent à la surface. Les caméras électroniques de Mariner 10 ont pour la première fois révélé au monde de la science ces volcans millénaires et les empreintes d'impact rocheux qui tapissent la surface de Mercure. L'une de ces empreintes résulte d'un énorme roc, peut-être même une petite planète venue s'écraser à la surface de Mercure. Sur les photographies saisies par Mariner 10, la plus grande partie de ce cratère était cachée dans la nuit. Aujourd'hui, cet immense cratère a été baptisé Planitia Caloris. L'impact a projeté des millions de tonnes de débris, créant un cercle de chaînes montagneuses dont les sommets peuvent atteindre 1500 mètres. Sous le choc, la surface de Mercure s'est violemment crevassée de fissures larges et profondes. Pendant ce temps, à l'intérieur, les matériaux ferreux lourds continuent de s'accumuler, entraînant une baisse de la température. Ce refroidissement provoque la contraction du noyau et entraîne à la surface des affaiblissements de terrain. Malgré la sédimentation accumulée pendant des millénaires, ces chutes de terrain laisseront de longues failles, véritables falaises qui peuvent atteindre 2 à 3000 mètres. Un énorme flot de lave se déversait encore des volcans en éruption, laissant de vastes plaines bien lisses. C'est alors qu'intervient le dernier épisode dans l'histoire de Mercure, une période de formation de cratères. Et c'est à ce moment de son évolution que Mercure est morte. Mariner 10 a également révélé autour de Mercure un champ magnétique semblable à celui qui entoure la Terre, un bouclier de radiation qui détourne les vents solaires, les forçant à contourner la planète. Cette découverte est une grande surprise en effet. La rotation lente de Mercure avait amené les scientifiques à penser que la planète morte ne pouvait pas générer de champ magnétique. Jusqu'à cette découverte, on attribuait le champ magnétique de la Terre à une interaction entre sa rotation et son centre en fusion. La mission Mariner 10 a obligé le monde de la science à reconsidérer la théorie sur la formation des champs magnétiques et a permis pour la première fois de comparer deux champs magnétiques. À gauche, celui de la Terre, à droite, celui de Mercure, plus faible, plus plat. Il pourrait être causé par la rotation très rapide de Mercure autour du Soleil. Une observation aux rayons ultraviolets permet de révéler une mince atmosphère d'hélium, tandis que d'autres appareils détectent la mystérieuse présence de rayons cosmiques qui traversent toute matière dans notre univers à une très grande vitesse. Leur origine nous est encore inconnue. Entre Mercure et la Terre, voici l'étoile du Berger. Elle doit ce sobriquet à sa brillance qui la place en 3e position dans notre ciel, après le Soleil et la Lune, mais officiellement, elle porte encore son nom romain, celui de la déesse de l'amour, Vénus. En 1978, Pionnier est venu espionner la jumelle de la Terre, ainsi qualifiée en raison de sa taille, Vénus étant néanmoins légèrement plus petite. 4 sondes et un satellite en orbite vont effectuer une des missions les moins sûres. En effet, la température de Vénus est telle que nos métaux fondent en quelques minutes. Vénus est entièrement recouverte d'une couche de nuages d'une épaisseur supérieure à 100 km et à travers laquelle il est impossible de photographier son sol, d'où plus que jamais l'utilité des sondes et de l'animation électronique. Bienvenue sur Vénus, température au sol 450 degrés centigrades. La première sonde fondra dès son arrivée, sans le moindre signal, mais les 3 suivantes résisteront. Elles nous renseigneront sur ce monde sulfureux
En effet, les nuages de Vénus sont constitués d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique. Mais oui, exactement les acides contenus dans nos batteries. Sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique qui ensuite s'évapore à mesure qu'il s'approche de la surface. Voici, basé sur les résultats de la mission Pioneer, une vision artistique de la surface de Vénus telle qu'on peut maintenant l'imaginer. Un décor insolite, des montagnes 2 fois plus hautes que l'Everest. Son atmosphère est principalement composée de gaz carbonique, mais d'où viennent les gaz rares qui s'y mêlent, tels l'argon, le néon et le krypton? L'atmosphère de Vénus résulte-t-elle de l'effet de serre qui semblerait également menacer notre Terre? C'est une des théories couramment acceptées dans les milieux scientifiques. Mais tout nous reste encore à découvrir sur cette planète peu commune. Les scientifiques persistent, ils veulent, ils doivent comprendre pour avancer dans la connaissance de l'univers auquel nous appartenons. Dérobant sa surface à nos caméras, voici les seules photos que Vénus a bien voulu nous accorder. Au XVIe siècle, Copernic publie cette découverte révolutionnaire. La Terre n'est pas le centre de l'univers, elle en fait seulement partie, et c'est elle qui tourne autour du Soleil, non le contraire. Loin d'être le feu parfait que décrivaient les anciens, le Soleil est en fait un vaste chaudron thermonucléaire. D'énormes quantités d'énergie s'échappent de son centre pour provoquer les plus extraordinaires explosions à la surface. La rotation du Soleil entraîne ces masses à tourner plus rapidement à l'équateur qu'au pôle, transformant ces champs électriques et magnétiques en une zone d'indéchiffrable complexité. Cette complexité se retrouve dans la couronne, où les vents solaires prennent naissance et, partant de là, soufflent à travers notre système planétaire. De grandes déchirures apparaissent sous forme de taches sombres, région du Soleil d'où les masses de particules solaires ont été arrachées. Ces particules évoluent à des vitesses différentes, les plus rapides bousculant les plus lentes, créant un embouteillage d'énergie qui transforme les rayons du champ magnétique en un écheveau indémêlable, dont nous espérons bientôt élucider les mystères. En effet, la rotation étant plus faiblement ressentie au pôle, les particules solaires s'échappent dans l'espace avec moins de difficultés. La mission Ulysse effectuera cette étude et nous permettra prochainement de mieux connaître cet astre et sa couronne. Autre phénomène, les explosions solaires. Les particules que ces explosions projettent sautent d'un rayon solaire à l'autre, compliquant le mouvement de ces masses autour de l'équateur. Ces images, prises à travers des filtres colorés, nous permettent de mieux isoler ces explosions. Le Soleil est une énorme boule de gaz et de radiation. La lumière émane de sa surface visible, appelée photosphère. Au-dessus de cette surface, une zone appelée la chromosphère, une région de flammes et de gaz qui engendre la couronne. Autrefois définie comme une zone lumineuse homogène, la couronne se révèle complexe, changeante et d'une turbulence inattendue. Sa température s'élève à plusieurs millions de degrés. Le noyau solaire est une fournaise nucléaire de la plus rare violence. Ici, l'hydrogène se transforme en hélium, et au cours de cette mutation, la matière devient énergie pure, remontant à la surface sous forme de gaz bouillonnant.
Cette activité peut être observée dans les photographies de la surface granuleuse de la photosphère. Les taches solaires, régions d'activité intense, apparaissent également à la surface. Elles disparaissent en quelques heures ou bien s'étendent et persistent pendant un mystérieux cycle de 11 ans. Les larges taches sombres sont des trous dans la couronne qui nous permettront de mieux étudier l'intérieur du Soleil. Peut-être sont-ils à l'origine des vents solaires qui soufflent dans notre système planétaire jusqu'au plus éloigné des planètes connues. Sur Terre, ces vents solaires sont particulièrement visibles près des pôles. Ils produisent les étonnants phénomènes observés pendant les aurores boréales. L'étude du Soleil en est encore à ses balbutiements et le géant semble bien armé pour refouler nos regards curieux. Pour les Égyptiens, il était Ra, Dieu tout-puissant dont les larmes donnaient la vie à toute créature. Il demeure pour nous l'astre dont toute vie dépend sur Terre. Ulysse, la sonde spatiale américano-européenne, sera la première mission à avoir pour unique objet l'étude du Soleil. Au-delà du système planétaire que nous venons de parcourir, à des millions de kilomètres, s'étend l'empire des grands géants gazeux. Lancé en 1977, les missions Voyager 1 et 2 nous ont permis d'explorer dès 1979 Jupiter, Saturne en novembre 80 et août 81. Voyager 1 s'est alors lancé vers les confins de notre galaxie, tandis que Voyager 2 continue et atteint Uranus en janvier 86. Et enfin, 12 années après son lancement, en août 89, dernière cible, Neptune. Mission accomplie, Voyager 2 franchira lui aussi les limites de notre système solaire à une vitesse de presque 54 000 km/h. Lancé le 5 septembre 1977, Voyager 1 met 14 mois à franchir les 800 millions de kilomètres qui nous séparent de Jupiter, Dieu suprême pour les Romains, protecteur de l'État et des lois. Le 5 février 1979, Voyager prend cette photo remarquable du premier géant, escorté de 3 de ses lunes. Dans notre système solaire, Jupiter est la plus grosse planète. Elle peut contenir 1300 fois la Terre. Et sa vitesse de rotation est la plus rapide de toutes les planètes connues. À une distance de 25 millions de kilomètres, Voyager étudie et photographie les masses nuageuses complexes qui composent la surface de Jupiter. Montée à partir d'une série de 4000 photos prises par Voyager 1, cette séquence reconstitue 10 journées jupitériennes. Première surprise, l'atmosphère de Jupiter est plus complexe que les scientifiques ne l'avaient escompté. Voyager 2 étudie le Gros Point Rouge, un cyclone découvert en 1664 par Britton Robert Hooke. Cette zone de turbulence se déplace haut dans les couches nuageuses et semble durer depuis plus de 3 siècles. Un filtre coloré permet d'en suivre la rotation plus distinctement. Ce Gros Point Rouge tourne sur lui-même comme une roue gigantesque, 3 fois la taille de la Terre. Voyager 1 et 2 ont également étudié les satellites de Jupiter, 4 lunes découvertes par Galilée en 1610. À 671 000 km de Jupiter, Europe, de la taille de la Lune. Sa surface est de glace striée de lignes plus sombres. Elle semble dépourvue de relief. À 420 000 km, Io. Sa surface rouge vif aux reliefs uniques mystifie les savants. Sans aucun doute le plus étrange objet observé dans notre système solaire. Ganymède, la plus grosse lune galiléenne, est de la taille de Mercure. Les marques blanches sont des impacts de météorites remontant à 4 milliards d'années et ils voisinent avec des zones géologiquement plus récentes. Callisto,
la plus éloignée, ressemble à Ganymède. Sa surface de glace et de poussière porte les marques d'impact qui ont creusé des cratères depuis des milliards d'années. Deux grandes découvertes scientifiques vont marquer les missions Voyager. Le 4 mars 1979, les caméras de Voyager 1 captent ce qui semble être un anneau de particules. Plusieurs mois plus tard, Voyager 2 photographie la face nocturne de Jupiter et révèle clairement la présence d'un anneau, un ruban d'une largeur de 5,5 km. Jupiter devient ainsi la troisième planète connue pour avoir une structure en anneau. Une seconde découverte résout le mystère de la surface de Io. Le 8 mars 1979, Voyager 1 prend une photographie étonnante du satellite galiléen. Pendant une étude de routine, un ingénieur remarque une forme en éventail à la surface de Io. Très vite, cette forme est reconnue comme étant une éruption volcanique, la première jamais observée sur une autre planète. Neuf éruptions volcaniques seront observées par la suite à la surface de Io. Les missions Voyager ont découvert 10 lunes supplémentaires dans le système jupitérien, pour la plupart des rocs capturés en orbite, mais les lunes galiléennes demeurent les plus fascinantes. Callisto, la plus éloignée, sa surface est criblée d'impacts rocheux remontant à 4 milliards d'années. Les cratères gravés à la surface de la planète morte deviennent pour les savants un document d'archives qui leur permettra de reconstituer l'histoire du système jupitérien depuis son origine. Un cratère d'impact nettement plus large s'étend sur environ 1500 km. Le centre, sombrant dans la croûte glacée, seuls des débris projetés en cercle demeurent, preuve visible d'un impact cataclysmique. Ganymède est la plus grande lune dans le système solaire. Sa surface porte les marques d'une évolution complexe. Des zones gravées de mouvements géologiques récents voisinent avec des régions dont les cratères d'impact remontent à plus de 4 milliards d'années. Vu depuis Io, Jupiter remplit le ciel. Io est la plus proche et la plus petite des lunes découvertes par Galilée. L'étrange coloration de sa surface est due à la présence d'une grande quantité de soufre. Io est considérée comme l'une des plus jeunes planètes dans le système solaire. Son âge est estimé à moins d'1 million d'années. Les taches sombres représentent des nappes de soufre gelées qui stagnent au sommet des volcans ou affleurent à la surface. Toujours reconstitué par l'électronique, nous allons voir un volcan actif. Il projette des masses de soufre et de roches jusqu'à une hauteur de 300 km et ces matières retombent sur 900 km. Aucun cratère d'impact ne peut être observé. La surface volcanique de Io se renouvelle sans cesse. Les masses de soufre contenues dans les volcans s'échappent parfois comme des fleuves de lave brune, dessinant leurs méandres sur des distances de 100 km. Dans les régions polaires, s'élèvent des montagnes de plusieurs milliers de mètres, entourées de plateaux en espalier. Ces falaises sont dessinées par la constante érosion des masses de soufre qui remontent du sous-sol, laissant des marques blanches. Jupiter est entouré d'un immense champ magnétique, le plus grand du système solaire, et
qui s'étendrait dans l'espace de manière symétrique s'il n'était déformé par les vents solaires. Galilée, satellite lancé le 18 octobre 1989, prendra la relève de Voyager et, pour la première fois, enverra des sondes dans l'atmosphère jupitérienne. Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981 approchent le dieu tout-puissant de l'agriculture et des richesses terrestres, Saturne, la plus éloignée des planètes connues dans l'Antiquité. Voici les premières photos de Saturne, transmises par Voyager. Aussi belle que complexe, l'immense boule de gaz se prête à l'étude systématique qu'entreprennent nos envoyés. Principal objectif, les anneaux de Saturne, un mystère que la science veut apprivoiser. Les caméras tridimensionnelles de Voyager photographient minutieusement ces anneaux. Un détail attire l'attention des savants. De larges taches sombres se déplacent au-dessus du deuxième anneau. Ces taches sont photographiées, tandis que d'autres appareils étudient l'atmosphère de Saturne, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Si un lac assez gigantesque pour contenir la planète existait, Saturne flotterait. En effet, sa densité est inférieure à celle de l'eau. Près de l'équateur, les vents atteignent 1700 km à l'heure. Voyager effectue son approche. À une distance de 100 000 km au-dessus des nuages, le vaisseau spatial scrute la partie nocturne de Saturne. Pendant ce passage, toute liaison entre Voyager et la Terre sont interrompues. Paradoxe de la recherche scientifique, les missions Voyager ont augmenté nos connaissances sur Saturne, mais elles ont réduit notre compréhension de l'astre. Puis, Voyager va à la rencontre des lunes saturniennes. Mimas est la plus proche. Sa surface gelée surprend par le grand cratère qui la caractérise. Ce cratère mesure 130 km de large pour une profondeur de 6 km. Tétis présente un cratère ancien qui pourrait contenir Mimas. Dione, une lune striée de larges zones glacées, est marquée de cratères. Rhea, les marques blanches sont supposées être de récentes traces de glace échappées du sous-sol. Enceladus, dont la surface de glace reflète plus de 90% de la lumière qu'elle reçoit du Soleil, une photographie prise de plus près laisse penser que cette planète était encore active récemment. Iapetus, la plus éloignée, partagée en deux zones, l'une sombre, l'autre très claire. Nous n'avons pas encore d'explication quant à ce mystère. Hyperion, enfin, un morceau de planète résultant de l'explosion d'une plus grosse planète disparue. Ce gros caillou tourne maladroitement sur son orbite irrégulière. La lune la plus étrange de Saturne est Titan. Aussi grande que Mercure, la seule lune connue pour avoir une atmosphère dense composée principalement d'azote. Cette atmosphère dérobe la surface de la planète aux caméras de Voyager. S'il nous était possible de descendre sur cette planète, voici comment elle nous apparaîtrait. Des montagnes de glace érodées par des pluies d'acide et entourées d'étranges océans chimiques, une parodie grinçante de ce qui semble menacer nos propres océans. L'atmosphère de Titan contient les éléments chimiques qui ont permis à la vie d'évoluer sur Terre, mais la température y est si froide que cette progression est gelée. Les lunes de Saturne ont une influence directe sur ces anneaux. La tendance naturelle des matériaux composant une structure en anneaux est de s'écarter et de se rapprocher simultanément de la planète. Mais les lunes, suivant leur trajectoire orbitale complexe, dessinent les anneaux et définissent leur structure.
Il y a 5 milliards d'années, un immense nuage de gaz et de particules flottait dans la galaxie que nous appelons la Voie lactée. Ces particules ne sont que les restes fantomatiques d'une étoile géante disparue dans une énorme explosion 10 milliards d'années auparavant. Cette explosion a créé tout l'univers, comme l'ont confirmé les résultats de la mission COB en janvier 1990. Les gaz et les particules sont brassés par des forces électriques et magnétiques qui progressivement dessinent un large disque tournant sur lui-même, accumulant au centre les particules et les gaz lourds. Les matériaux commencent à s'agglomérer sous l'effet des forces et des masses émergent de cette centrifugeuse naturelle. Les planètes commencent à se définir. Les plus grosses planètes ont une évolution plus lente et elles continuent d'attirer des gaz et des particules dans leur rotation. Le frottement des particules entre elles provoque de la chaleur. Au centre de ce phénomène, une énorme quantité de chaleur commence à s'accumuler, de plus en plus, jusqu'à atteindre des températures critiques qui entraîneront une explosion nucléaire. Ainsi est né le Soleil. Ces radiations puissantes repoussent les matières et les gaz. Loin du Soleil, les grosses planètes comme Jupiter et Saturne continuent d'attirer ces particules et ces gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Uranus suit la même évolution, à une différence près, à la surface d'Uranus. Les nuages retiennent une grande quantité d'eau gelée. Cette eau va se concentrer sous les masses d'hydrogène et d'hélium qui recouvrent la planète à sa surface. Voyager 2 trouve du méthane dans les couches supérieures de l'atmosphère d'Uranus. Cette découverte est cruciale. La quantité de méthane contenue dans l'atmosphère d'Uranus permettra aux scientifiques de déterminer la composition chimique de la planète et, suivant quelle évolution ces corps chimiques ont créé le géant. Uranus contient en son centre une source de chaleur, un petit noyau de matière partiellement en fusion et entouré d'une épaisse couche d'eau. Mais cette eau n'est pas comme celle que nous connaissons sur Terre. Ici, l'eau, sous l'effet de la pression à laquelle elle est soumise, est hautement chargée d'électricité. Cette électricité, à son tour, crée des courants autour de la planète. Cet effet se retrouve dans le champ magnétique d'Uranus. Le champ magnétique d'une planète dépend, entre autres, de son axe de rotation et de son centre. Planète et champ magnétique tournent ensemble, mais pas pour Uranus. Les courants électriques contenus dans la planète font basculer le champ magnétique et l'amènent à flotter dans un axe de rotation différent de celui de la planète. Du jamais vu. Étrange planète Uranus. Uranus émet des rayons ultraviolets. Ce phénomène est dû, pense-t-on, aux masses d'électricité que contient la planète. Les scientifiques présument que ces rayons ultraviolets sont la source du vaste nuage d'hydrogène qui entoure la planète et s'étend jusqu'à ses proches lunes. Voyager tourne ses caméras vers ces lunes d'Uranus. Oberon.
Titania. Umbriel. Ariel. Et la plus petite, 500 km de diamètre, Miranda. Années après son lancement, Voyager 2 atteint Neptune en août 1989. Découverte en 1690, Neptune était supposée être une étoile. Ce n'est qu'en 1781 que cette masse céleste est identifiée comme une planète et baptisée en 1846 Neptune. La plus éloignée des planètes connues doit sa couleur turquoise au méthane contenu dans son atmosphère et un anticyclone semblable au gros point rouge de Jupiter caractérise sa surface. Un des buts primordiaux de cette approche, les anneaux. Au télescope, on les voit comme des arcs. Voyager révèle que ces anneaux sont continus, en fait, mais par endroits si fins que des portions entières disparaissent pour l'observateur éloigné. Voyager mesure ensuite les masses nuageuses qui enrobent Neptune, de larges rubans de nuages animés par des vents qui soufflent en sens inverse de la rotation de la planète. Situés au-dessus de la couche de méthane, ils ne prennent pas la couleur bleue de la planète. Près du gros point sombre, ces vents atteignent une vitesse de plus de 2400 km/h. Voyager observe Neptune de juin à octobre 1989. Son passage dans la magnétosphère du géant durera 38 heures, scrutant toute activité pendant 2 rotations complètes. Puis, suivant la coutume, notre émissaire tourne ses caméras vers les lunes de Neptune. Il découvre 6 lunes qui nous étaient inconnues et n'ont pas encore été baptisées. Cet honneur appartient à l'Union astronomique internationale. Avant cette mission, nous connaissions Néréide, qui sera photographiée à une distance de 4 700 000 km. Nous connaissions aussi Triton, le plus gros satellite en orbite autour de Neptune. Sa taille est environ les 3/4 de celle de la Lune. Très dense, donc principalement composé de roches, Triton semble garder les marques d'une évolution géologique qu'il nous reste encore à interpréter. 12 photographies réalisées par Voyager et reçues ensuite sur nos écrans relais vont nous permettre, par le biais encore de l'animation électronique, de survoler pour un instant cette très insolite lune de Neptune. Voici à quoi ressemblerait le paysage vu depuis Triton. Comme dans tout notre système solaire, un mystérieux manège qui dure depuis 5 milliards d'années. Un dernier regard vers le dieu de la mer. Hélas, Pluton, le gros caillou de l'espace, est trop éloigné dans son orbite autour du Soleil pour être au programme de cette mission. Voyager, le bien nommé, commence peut-être seulement maintenant sa plus grande aventure. Une aventure qui, si tout va bien, durera 30 ans de plus. Voyager va quitter notre système solaire et toute mythologie pour aller voir quelles pourraient être les nouvelles dans les galaxies voisines. Les 2 vaisseaux Voyager seront peut-être le trait d'union entre notre monde et d'autres civilisations. En cas de rencontre,
Ils sont porteurs d'un disque gravé des sons de la Terre. Protégeant le disque, une plaque gravée de signes représente dans l'espace galactique la planète d'où ils proviennent, notre Terre. Intimement liés l'un à l'autre, notre insatiable curiosité et nos progrès techniques traversent l'espace et le temps, infime témoignage du plus grandiose de nos espoirs.